Bienvenue au balado Parlons-en, créé par des élèves du Cégep de Drummondville dans le cadre du cours Mettre en œuvre un projet. Je me présente, Léane Pinard, et aujourd'hui, j'accueille deux invités, deux intervenants du Cégep. Bien, bonjour, moi c'est Vicky. Dans le fond, je suis la travailleuse sociale au Cégep. Salut Léane, moi je suis Marc-André Legris, je suis psychoéducateur au Cégep. Parfait. Donc, on va commencer avec la première question qui est partie d'un form, ce qu'on a créé. C'est des questions de personnes du Cégep. Donc, comment distinguer l'anxiété normale du stress scolaire et d'un trouble anxieux? OK. Bon, dans le fond, quand on parle de l'anxiété normale ou l'anxiété en lien avec les études, par exemple, bien, ça va être plus quelque chose qui est dans le temps, qui durera pas là, sur du long terme. Ça peut être, par exemple, mettons, avant un examen, des travaux d'équipe à faire. Quand on parle plus d'anxiété généralisée, par exemple, bien là, ça va être plus un diagnostic qui est médical. À ce moment-là, bien, ça va être des symptômes qui vont être assez sévère, ça va être constant, ça va durer longtemps dans le temps. Puis des fois, il n'y a rien qui se passe, tu sais, puis la personne, elle va vraiment vivre beaucoup de stress, puis qu'elle va avoir de la difficulté à gérer. Puis ça va venir aussi interférer là, dans son fonctionnement global. Fait que la personne elle va avoir de la difficulté, exemple, à se rendre à l'école ou à aller travailler ou des choses comme ça, là. En résumé, là, souvent, le stress est en lien avec quelque chose de spécifique, comme par exemple un examen qui s'en vient, rencontrer sa belle famille ou des choses comme ça. Alors que l'anxiété, il n'y a pas toujours un objet là, stressant en avant de nous. Ça peut arriver sans vraiment de facteur déclencheur. Oui, puis souvent, ça va prendre tu sais, l'aide d'un professionnel là, pour quand on fait de l'anxiété là, sévère, là, Oui. par exemple. Ça va prendre l'aide d'un professionnel, fait qu'il ne faut pas hésiter là, à consulter dans ce temps-là. Là. Parfait. Est-ce qu'il y a des facteurs spécifiques au cégep qui peuvent aggraver l'anxiété? Ben oui, effectivement, c'est sûr que quelqu'un qui arrive au cégep, première année de cégep, ben des fois, il faut qu'il change de ville, il faut qu'il change de groupe d'amis. C'est un nouveau milieu, le cégep. Les attentes ou les exigences sont peut-être pas les mêmes qu'au secondaire. Fait qu'effectivement, que oui, ça peut être générateur là, de stress. Là. Généralement, c'est la première session qui est la pire, là, parce que tout est nouveau, tout est à apprivoiser. Mais un coup que les étudiants ils ont tapé leur trail, comme on peut dire, bien, généralement, les symptômes anxieux diminuent au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur projet d'études. Puis quels conseils donneriez-vous aux étudiants pour mieux gérer leur anxiété au quotidien? Écoute, il y a plein de façons de gérer ça. La première façon, c'est juste de reconnaître quand on en fait. Si je reconnais mes symptômes anxieux, puis je reconnais que j'ai une responsabilité et un certain contrôle là-dedans, bien, à partir de là, on peut mettre des moyens concrets. Comme Vicky a dit, on peut consulter un intervenant psychosocial. Mais il y a toutes sortes d'autres moyens, par exemple, de faire du sport qui est vraiment reconnu comme étant favorable. Ça peut être jouer de la musique, ça peut être lire, ça peut être socialiser. Il y a toutes sortes de moyens. L'important, c'est de s'informer, puis mettre des moyens concrets en place si on veut des changements concrets, puis juste un bon rythme de vie comme dormir la nuit, puis manger dans le jour. C'est des trucs qui ont l'air banals, mais ça joue vraiment favorablement sur notre état, là. En fait, c'est ça, c'est un peu d'avoir un équilibre là, dans chacune de nos sphères de vie, tu sais, pour être capable de mieux se réguler au niveau de nos émotions. Là. Parfait. Comment l'anxiété peut-elle affecter la concentration et la performance académique? Ben là, moi, j'aime mieux parler de stress, parce que le stress, ça peut nous aider à performer des fois. Tu sais, ça nous aide à nous réveiller, devenir vigilants, de bien voir les détails, bien saisir les questions, puis ça nous amène à un bon niveau de performance. Par contre, quand on en a trop, ben là, on peut sous-performer. Fait que c'est pas rare qu'on voit des étudiants qui se retrouvent avec une page blanche. Ils ont plus accès à l'information qu'à leur appartement, ils maîtrisaient bien. Mais à cause du stress dans un contexte d'évaluation, par exemple, ben là, ils vont comme faire un shutdown. Là, ils n'auront pas accès à l'information qu'il y avait, ou ils vont avoir plein de symptômes physiques de stress, comme le cœur qui bat plus vite, la respiration qui s'accélère, des choses comme ça. Ouais, effectivement, ça peut amener, tu sais, même aussi des fois à procrastiner, fait que à pas se mettre en action, tu sais, pour faire les choses, fait que là, on prend du retard, fait que c'est comme un peu une roue qui tourne à un moment donné, fait que ça fait que le stress, non seulement n'est pas géré, mais il y a des situations qui font en plus que ça génère du stress supplémentaire, fait que c'est pour ça que c'est important, là, d'apprendre à se réguler au niveau de l'anxiété. Fait que dans le fond, avoir un peu de stress, ça peut être
des bienfaits, dans le fond, pour un examen ou un travail à remettre, parce que, dans le fond, ça donne un petit boost, dans le fond, de concentration. Ça nous rend plus vigilants, ça nous rend plus allumés, réveillés. Fait que, généralement, on performe mieux dans ce temps-là. Puis, complètement normal d'être stressé avant un examen. Là. Puis, si on ne l'est pas, c'est là qu'on peut se poser des questions. T'sais. Puis, une autre chose que je veux rajouter par rapport à ce qui arrive avec l'anxiété ou le stress, c'est les étudiants ont souvent tendance à éviter des situations anxiogènes. Puis ça, c'est souvent une conséquence négative de l'anxiété. C'est si je suis stressé de voir du monde que je connais pas, ben là, je n'irai pas à la cafétéria ou je n'irai pas à la salle d'entraînement. Puis là, ce qui arrive, c'est que moins j'y vais, plus que j'ai peur d'y aller. Puis après ça, je suis plus capable d'y aller du tout. Fait que c'est un des gros dangers de l'anxiété, c'est l'évitement. OK. Quels services d'aide sont généralement disponibles dans les cégeps? Bien, en fait, dans les cégeps, il y a plusieurs ressources là, qui peuvent être aidantes quand on vit des périodes de stress ou d'anxiété. Bien, en premier, bien, il y a l'aide psychosociale, dans le fond, là, comme nous au cégep ici à Drummond. Il y a Marc-André et moi là, qui sommes là pour accueillir les étudiants qui vivent. Bien, ça peut être des problèmes d'anxiété, mais ça peut être aussi des problèmes familiaux ou des problèmes, des fois aussi, au niveau de la gestion du temps ou un peu de la désorganisation, des choses comme ça. Fait que ça, c'est nous qui peuvent... Les étudiants peuvent prendre rendez-vous avec nous via Omnivox, dans le fond. Puis, à ce moment-là, on les rencontre là, selon leurs besoins. Des fois, ça peut être une rencontre ponctuelle dans le temps. Des fois aussi, l'étudiant peut venir nous voir là, sur une période un peu plus longue, tout dépendant là, de ce qu'il a besoin, puis jusqu'à temps que ça réponde à ses attentes. Là. Il y a les services psychosociaux, mais aussi les services adaptés qui sont là pour les étudiants qui ont des diagnostics au niveau soit de santé mentale ou santé physique. Fait que les troubles anxieux généralisés, il peut y avoir des plans d'intervention proposés aux étudiants qui sont toujours volontaires, fait que c'est jamais obligatoire, qui peut, par exemple, allonger certains des délais pour des examens, tout ça. Là, les services psychosociaux, services adaptés, c'est beaucoup des services spécialisés. Mais pour la gestion d'anxiété, il y a aussi la salle de sport. Fait que quand on embarque sur un tapis roulant, bien, toutes nos idées envahissantes bien, ont tendance à s'éloigner parce qu'il faut que je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Fait que la salle de sport ou même le petit boisé à côté du cégep, aller prendre l'air, se changer les idées, c'est vraiment favorable à une bonne santé mentale aussi. Là. Puis aussi, tout ce qui est les loisirs, il y a beaucoup d'activités, tu sais, en parallèle qui sont offertes là, par le cégep. Fait que loisirs, créativité ou choses comme ça. Fait que ça aussi, ça peut être un moyen, si des fois on est un peu moins sportif, là, bien, ça peut répondre aussi là, aux besoins. Il peut y avoir des différences, mais de façon générale, j'ai l'impression que dans les cégeps, là, c'est pas mal le même. Les rôles, des fois, sont différents. Il peut y avoir, comme Vicky a dit, des psychologues. Mais il y a des services adaptés dans tous les cégeps, puis il y a des services psychosociaux dans tous les cégeps. Puis ce qu'il faut savoir à propos de ça, services psychosociaux, c'est on n'est pas obligé d'être dans le gros trouble là, pour solliciter Vicky, par exemple. Vous pouvez venir à titre préventif, puis vous ne serez pas attaché à Vicky jusqu'à la fin de votre technique au collégial. Là. Ça peut être juste une rencontre, comme elle disait tantôt, mais de façon préventive, des fois, c'est plus facile de dénouer les situations que attendre que ça fait 3 mois que ça va mal. Là. En quoi la transition secondaire-cégep peut-elle être un déclencheur d'anxiété? Bien, c'est une grosse transition là, du secondaire au cégep parce que, un peu comme je disais tantôt, tu sais, des fois, il faut déménager. Fait que des fois, c'est la première fois qu'on part de chez nos parents en appartement. Fait que ça, déjà là, c'est un gros clash. Après ça, bien là, de se retrouver dans un nouveau milieu, une nouvelle école, des fois avec des visages différents. Tu sais, on choisit des cours, ça veut pas dire que les amis du secondaire nous ont suivis. Fait que c'est aussi ça, les lieux. Tu sais, ça se peut que le cégep, ça soit un peu plus grand que votre école secondaire. Fait que ça aussi, c'est d'avoir des repères, tu sais, le temps de se faire des repères, tout ça. Il y a une partie vraiment de, tu sais, qu'il faut s'adapter, là. Fait que cette partie-là, où on est en adaptation, c'est sûr que ça génère du stress. Puis c'est normal. C'est juste que là, il faut évaluer. Tu sais, est-ce que ça nous empêche de fonctionner ou est-ce qu'on vit un stress normal qui est propre à tous les étudiants qui arrivent ici? Bien là, c'est ça. Il faut être capable de faire la différence entre les deux. Oui. Là. Ouais. Une différence aussi, c'est au niveau de l'encadrement, dans le sens que les étudiants doivent être autonomes dans leur cheminement. Il y a beaucoup moins
d'encadrement des enseignants. L'horaire est différent aussi, fait qu'il faut apprivoiser les temps libres puis les utiliser à bon escient. Fait que je pense que le plus gros facteur aggravant, c'est toute la nouveauté qu'il y a au cégep, dans le fond. Vraiment. Le perfectionnisme est-il un problème fréquent chez les étudiants anxieux? Bien, souvent, quand on a une personnalité anxieuse, on souhaite essayer de ne pas trop vivre d'imprévus, fait qu'on va tendance à souhaiter contrôler tout notre environnement. Fait que ça fait des fois des gens qui vont vers la perfection pour contrôler le plus de facteurs possibles. Fait que oui, c'est un symptôme des... Pas tous les étudiants anxieux deviennent perfectionnistes, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit souvent. Puis comme on peut pas tout contrôler, dans la vie, il arrive des choses, des imprévus ou des choses comme ça, fait que ça peut vraiment désorganiser quelqu'un quand ça arrive, là, qu'il arrive un événement qui est imprévu, bien là, la personne elle peut tomber désorganisée, puis là, à ce moment-là, bien là, ça va générer encore plus de stress. Oui, voilà. Comment les réseaux sociaux influencent-ils l'anxiété des jeunes au cégep? Moi, je la trouvais bonne, vraiment, cette question-là, parce que je trouve que, oui, les réseaux sociaux prennent beaucoup de place. Puis, en même temps, bien, tu sais, les réseaux sociaux peuvent nous amener à nous comparer aux autres parce qu'on voit, tu sais, ça a tout le temps l'air des fois plus beau dans le cours du voisin. Puis, je pense que ça peut aussi nous donner des fois l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas aussi bon que les autres. Tu sais, fait que ça peut être un facteur qui va générer de l'anxiété chez les gens, là, c'est clair, là. Puis passer énormément de temps là-dessus aussi, ça peut générer des symptômes anxieux, là, dans le sens que quand je regarde mes vidéos, je peux penser à mes préoccupations en même temps, étant donné que on n'a pas besoin d'énormément de concentration. Fait qu'on pense à d'autres choses, fait que finalement, on alimente nos peurs, nos craintes, plutôt que se mettre en action, comme par exemple faire nos devoirs. Oui, c'est ça, oui. Quel exercice pratique peut-on faire pour calmer une montée d'anxiété en plein cours? Bien, je pense que la première chose, c'est de reprendre le contrôle sur notre respiration, là. C'est sûr que si on sent que... souvent, c'est un des premiers symptômes là, un peu anxieux, là, c'est que notre respiration elle va être comme plus courte, puis on va avoir un petit peu plus de difficulté à reprendre notre air. Fait que de prendre des grandes respirations, puis de voir, là, d'essayer de calmer ça. Là. Ça serait, moi, je dirais, c'est pas mal la première étape, là. Il y a toutes sortes de techniques qu'on peut utiliser dans un contexte d'examen. La respiration profonde, c'en est un. Moi, un truc que j'aime bien proposer aux étudiants, c'est faire 100, -3 dans notre tête. C'est sûr, dans notre tête, dans le contexte d'examen. Puis l'idée, c'est juste d'orienter nos pensées ailleurs que dans notre zone anxiogène. Fait que 100, -100, 97, 94, ainsi de suite. Ça demande de la concentration. Fait que là, on s'éloigne de penser à notre cœur qui bat plus vite, puis notre mal de ventre, puis je vais-tu aller aux toilettes. Mais si je calcule à l'envers, mais ça m'éloigne de ces pensées-là. Puis là, on parle de choses sur le moment, mais c'est certain que si je vais à mon examen, je n'ai pas déjeuné. Je vais à mon examen, je me suis couché à 4 heures ou je me suis levé super tôt pour réétudier. Bien, ça, c'est comme provoquer des symptômes anxieux à l'avance. Fait que je pense une bonne hygiène de vie avant d'arriver à l'examen, venir à l'école à pied ou prendre un petit 20 minutes de marche. Mais là, ça nous rend plus disponibles pour éviter que ça dégénère dans un contexte d'examen. Puis la technique de l'ancrage, qu'il y a beaucoup de monde qui ont entendu parler, là, c'est mes 5 sens, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, puis ainsi de suite. Fait qu'encore là, c'est pour changer le focus. Okay. Parce que si je comprends pas les questions, ça sert à rien de la relire 15 fois de plus, là. L'idée, c'est on éloigne ça, on s'enligne dans une zone non anxiogène, on reprend sur nous autres, puis après ça, on recommence. Puis là, je vais divaguer un peu, mais selon vous, quel est le meilleur moment de la journée pour faire nos devoirs, étudier pour justement éviter un stress? J'ai étudié à soir parce que demain j'ai un examen, puis là, finalement, t'étudies, tu comprends rien, puis là, t'arrives à l'examen, puis là, tu stresses parce que t'as rien compris. Fait que quel est le meilleur moment? De pas attendre, de pas procrastiner. Attendre à la dernière minute, c'est sûr que ça, c'est générateur de stress, c'est clair. Puis souvent, on n'a comme pas le temps d'aller au bout de... Fait que d'en faire au fur et à mesure, je pense que ça peut être une bonne stratégie. Le fait aussi que, des fois, on a des trous
entre nos cours. Oui. Ça peut être un bon temps parce que d'attendre à la fin de la journée, tu sais, des fois, on est plus fatigué, on a notre journée dans le corps, puis on est peut-être moins alerte là, tu sais, pour faire nos travaux et tout ça ou pour l'étude. Tu sais. Fait que c'est... Il n'y a peut-être pas nécessairement de bons moments précis, mais je pense qu'il faut être conscient de comment on se sent dans notre corps. T'sais, si tu es au bout de ta vie, tu es fatigué, puis que tu as juste le goût de dormir, puis que tu as travaillé, bien, c'est peut-être pas le bon moment là, pour être... Il faut que tu sois disponible pour étudier puis faire tes travaux, une disponibilité mentale. Fait que je pense que c'est d'être conscient d'où ce qu'on en est là, dans notre état, puis de prendre ces moments-là pour l'étude ou les travaux. Là. C'est comme Vicky a dit, il n'y a pas de recette pour tout le monde. Là. C'est juste de regarder comment on fonctionne. Puis si ça fonctionne bien, puis on a des bonnes performances, bien, on continue cette recette-là. Mais si ça ne va pas comme on souhaite, bien, c'est de regarder qu'est-ce que je peux changer, quelle petite action concrète je peux faire pour que ça aille mieux. Puis partir la ronde de bonheur, c'est une très bonne idée. Moi, je crois beaucoup à l'environnement aussi, dans le sens que étudier dans ma chambre avec mon iPad à côté, mon lit, puis ma mère qui me demande de l'aider à faire la bouffe, ben moi, je pense que c'est plus favorable de venir étudier au cégep ou dans la bibliothèque municipale ou à un petit groupe d'études avec des amis. Fait que l'idée, c'est si la recette fonctionne, on la maintient. Si ça ne fonctionne pas, ben on prend un peu de recul puis on évalue qu'est-ce qu'on peut faire de différent. L'organisation, c'est un classique là aussi. Là. Tout garder dans notre tête, c'est comme si je repasse toujours mes dates de remise, mes affaires j'ai à faire. Fait que ça veut pas, ça brûle l'énergie que je peux pas mettre ailleurs. Là, tu sais. Oui, puis il faut planifier du temps. Pour les études, puis des fois, on va écrire dans notre agenda à remettre telle date, mais il n'y a pas de planification qui a été faite. Fait que l'organisation, c'est un peu ça aussi, là, de dire, bon, ben j'ai jusqu'au 20, mais entre ça, là, ça va être, c'est où les moments où ce que je pourrais m'y mettre, là, puis me mettre à la tâche, là. C'est ça. Bon, le manque de sommeil et l'alimentation peuvent-ils aggraver l'anxiété? Ben, moi, je pense que le manque de sommeil et l'alimentation, ça peut aggraver tout. Dans le sens que ça va augmenter nos vulnérabilités. Fait que si j'ai de la misère à me concentrer, je dors pas bien, je vais avoir plus de misère à me concentrer. Si je suis de nature anxieuse, bien, je vais être plus anxieux. Si je suis bougonneux, je vais être plus bougonneux. Fait que c'est sûr que dormir puis manger, moi, je trouve ça super important. Fait que couper des heures de sommeil, peut-être 2 jours dans un contexte de rush de fin de session, mais couper des heures de sommeil sur une longue période, c'est se mettre à risque. Là. Oui, clairement, parce que le sommeil, on le sait, là, on a tous déjà eu des mauvaises nuits. Là. Quand on a une mauvaise nuit, le lendemain, là, on a chacun nos caractères. Des fois, c'est ça, on est plus bougon, puis on va être moins productif, là, c'est sûr, puis on va être moins capable, notre capacité de concentration, on va être moins là aussi. Fait que c'est sûr que le sommeil est très important. Puis alimentation, bien, avoir une bonne hygiène là, de vie, puis bien s'alimenter, c'est sûr que ça fait partie d'une bonne gestion de stress, parce que quand des fois on mange mal ou on saute des repas ou des choses comme ça, mais ça va venir affecter notre système, là, c'est certain. Puis ça peut faire en sorte qu'on va être moins combatif par rapport au stress. Là, Puis, est-ce que, en termes d'alimentation, il y a des aliments, pas qui aident au stress, mais est-ce qu'il y a des aliments meilleurs? Bien, l'équilibre, moi, je pense. Là, il y a le guide alimentaire canadien qui met tout ça en place, mais je pense l'équilibre là-dedans. C'est pas parce que tu manges une petite cochonnerie que c'est bien grave, mais c'est juste d'être capable de doser tes repas, puis de manger, premièrement. Là, ça, c'est important. Mais aussi de varier tes aliments, des choses comme ça. Là, mais c'est plus ça le secret là, d'une bonne alimentation. Ouais. Puis il y a des études qui disent aussi que l'importance de s'hydrater. Oui. Les gens qui s'hydratent régulièrement avec de l'eau sont de meilleure humeur en général. Fait que c'est des études qui démontrent ça. Puis c'est un enjeu particulièrement pour les étudiants qui arrivent en appartement. Avant, quand ils restaient chez leurs parents, ils arrivaient de l'école, ça sentait la lasagne. Maintenant, c'est eux qu'il faut qu'ils fassent la lasagne. Puis des fois, là, c'est une coupe d'étapes, c'est de la vaisselle. Fait que l'étudiant va choisir de, par exemple, prendre des céréales sucrées. Fait que, tu sais, une fois, c'est pas grave, comme Vicky a dit, mais si tu colles des céréales sucrées tout le temps, il n'y a pas de protéines là-dedans. Puis des protéines, c'est ce qui nous donne notre gaz à nous autres. Fait que s'il y avait un aliment, c'est sûr, des légumes et tout, là, mais il faut avoir quand même
des protéines dans nos assiettes pour s'assurer d'avoir de l'énergie, dans le fond. Là. Puis, dans les cours d'éducation physique, je suis certain qu'ils en parlent et qu'ils sont plus connaissants que nous autres. Comment gérer... excusez-moi. Est-ce normal qu'on en parle peu dans notre société? Ben, moi, je pense qu'on en parle beaucoup plus qu'avant. Là. Si je compare quand j'avais 20 ans, c'était pas mal plus tabou. Je pense tranquillement, les tabous tombent. On voit des exemples de... Moi, j'aime beaucoup le sport, puis il y a des joueurs de hockey qui vont prendre des arrêts au cours de saison pour soigner leur santé mentale. Fait que c'est des exemples de monde qu'on voyait comme invincible, que finalement, si lui, il peut en vivre, ben ça se peut que moi aussi j'en vive. Fait que je pense que tranquillement, avec des initiatives comme Belle Cause, des podcasts comme actuellement, puis communauté de santé mentale dans le site web du Cégep. Fait que je pense qu'on en parle de plus en plus. Votre génération, vous êtes beaucoup plus à l'aise aussi de demander de l'aide. Fait que je pense que les tabous tombent progressivement quand même. Comment gérer une phobie des foules dans un lieu comme le Cégep? Bien, au niveau de la phobie, tu sais, c'est quand même complexe, là, tu sais, quand on parle de phobie. Puis je pense que, tu sais, on peut demander de l'aide là, si on a l'impression qu'on n'est pas capable d'être dans une foule. Mais je pense que le secret dans ça, dans la phobie, c'est aussi s'en approcher pour l'apprivoiser. Là. Parce que c'est la clé. Là, c'est plus qu'on le repousse, plus qu'on va avoir peur. Puis Marc-André, tantôt, tu parlais comme de l'évitement, tout ça. Bien, c'est sûr d'éviter. Tu sais, si on a peur, peur ou on est inconfortable, mettons, dans une foule, bien, c'est sûr qu'au Cégep, des fois, il y a des rassemblements de personnes. Mais tu sais, si on est toujours dans l'évitement de ça, on ne l'apprivoisera pas, ce stress-là. Tu sais, puis des fois, on peut avoir besoin de l'aide là, pour réussir à le faire. Mais il faut se faire accompagner à ce moment-là, tu sais, puis éviter, justement, de s'isoler puis de pas régler le problème. Exactement, là. Pourquoi est-ce qu'on aborde de plus en plus la santé mentale? Est-ce que c'est pour expliquer que la santé mentale est de plus en plus fragile ou vulnérable chez les Québécois? Ben, je suis pas certain, moi, que les Québécois sont plus vulnérables. Je pense qu'on en parle plus. Le monde demande plus d'aide. Je pense pas que ça veut dire qu'il n'a plus ou qu'il n'avait moins avant. Je pense que, comme on disait tantôt, les tabous tombent, fait que ça devient un peu plus exposé. Mais puis on est dans quand même une société stressante, avec beaucoup d'attentes de performance, autant quand on est étudiant que quand on a des responsabilités, par exemple, familiales. On est quand même dans une société assez stressante aussi, là. Il y a beaucoup de choses à concilier, tu sais. Puis même quand on parle des étudiants, mais tu sais, souvent les étudiants ont un travail aussi. Tu sais, des fois, il y a des choses au niveau familial. Il peut y avoir des conflits ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, être capable de concilier tout ça, tu sais, c'est sûr que ça peut amener des difficultés, sauf que je pense pas que c'est nécessairement pire qu'avant. Je pense qu'on en parle plus, puis on est plus proactif, tu sais, pour trouver des stratégies, des solutions à ça, parce que tout le monde en vit, là, tu sais, du stress de façon régulière. Puis est-ce que vous pensez que les personnes qui travaillent soit à temps partiel ou à temps plein en même temps de faire leurs études sont plus anxieux? Pas nécessairement, parce que le milieu de travail, ça peut être aussi une source de valorisation, une source de plaisir. Je rencontre un nouveau groupe d'amis, je développe mon réseau social, je me valorise par le travail que je fais. C'est toujours une question d'équilibre. Travailler 30 heures puis être aux études à temps plein, je pense que la majorité du monde ne sont pas capables de maintenir ça sur une longue période. Puis les études, ce qu'ils disent, c'est autour de 15 heures, que c'est un bon équilibre. Fait que une quinzaine d'heures, ça peut être positif dans la vie d'un étudiant. Ça dépend toujours aussi de l'environnement de travail, un paquet de facteurs, là, mais c'est pas nécessairement un facteur de stress de travailler. Fait que pour les étudiants du cégep, 15 heures, ça peut être sain, comparé à 30 heures qui pourrait être plus malsain. Ben, 30 heures plus une cédule pleine au cégep, on est tous faits différents. Puis pour des longues périodes, je pense qu'il faut viser l'équilibre. Fait que si je travaille 30 heures, je suis au cégep 30 heures aussi ou 40 heures, mais quand est-ce que j'ai du temps pour voir mes amis? Quand est-ce que j'ai du temps pour faire du sport, me faire à souper? Fait que je pense que c'est un équilibre à rechercher. Puis tout le monde est différent. Il y en a que 15 heures, c'est trop.
Il y en a que c'est plus 7 heures. L'idée, c'est encore là de se regarder aller, qu'est-ce qui me convient. Puis des fois, c'est peut-être la nature du travail qui n'est pas favorable à notre personnalité, puis il faut choisir un autre milieu de travail. C'est ça. Fait que vraiment, tout le monde est différent à ce niveau-là. Fait que de s'écouter et l'équilibre dans tout ça, c'est la clé. Oui, puis comme Marc-André. Je pense que c'est comme Marc-André disait, l'environnement de travail dans lequel on est. Si on est dans un travail qui nous épanouit, on a des bonnes relations, bien, ça, c'est des facteurs de protection. Fait que ça peut être wow, là, Mais c'est sûr que si on est dans un travail un peu qui nous mine, qui gobe notre énergie, bien là, ça peut être comme plus difficile là, de concilier le travail et les études. Là. Comment un étudiant peut-il créer une routine qui réduit l'anxiété? Bien, comme on disait tantôt, là, d'avoir une préoccupation au niveau des besoins de base, là, de s'assurer de dormir et manger, socialiser, d'essayer de viser un équilibre dans la vie. Là. Parce que le danger, des fois, ce que je rencontre assez souvent dans mon bureau, c'est des étudiants qui vont, première session, être un peu anxieux, fait qu'avoir peur de l'échec, fait que mettre énormément de temps dans leurs études. Puis là, ils ont des bons résultats, puis là, ils ont l'impression qu'ils ont trouvé la bonne recette. Par contre, ils sont un peu en déséquilibre dans le sens que ils étudient le vendredi soir, le samedi toute la journée, le dimanche, jamais de break. Puis à un moment donné, sur court terme, ça peut fonctionner, mais sur le moyen et long terme, c'est difficile de maintenir. Fait que pour favoriser une routine, puis maintenir tout le temps d'une technique 3 ans, puis peut-être un autre 3 ans à l'université, bien, assurez-vous de faire des beaux dodos, puis prendre l'air, puis aller jouer avec des amis. Oui. Puis, la dernière question. Aviez-vous un mot de la fin pour les étudiantes et étudiants du Cégep Drummond qui nous écoutent? Bien, peut-être, moi, je dirais que dans le fond, le stress, c'est normal. Hein? On en vit tout. Ça peut être même être sain. Puis, l'idée dans ça, c'est d'apprendre à le gérer. Puis, je pense que, demander de l'aide, c'est pas un signe. C'est une force d'être capable de demander de l'aide. C'est pas un signe de faiblesse. Fait qu'il faut le voir comme ça aussi, là. C'est ça. N'hésitez pas à demander de l'aide. Mettez des moyens concrets, comme par exemple de l'exercice physique, socialiser. C'est aussi important qu'étudier nos histoires de littérature. Bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis, si vous avez d'autres questions, Marc-André Legris et Vicky Lemire sont là pour vous écouter. Merci tout le monde. Merci.